Bonjour, bienvenue dans cette première partie de cours sur le tableur. Première étape ici, découvrir un petit peu les différents formats de cellules. Ici, la valeur 50 a été inscrite dans différentes cellules et nous allons modifier, grâce au menu déroulant que nous trouvons dans l'onglet Accueil, le format qui est affecté. Donc ici, nous allons mettre un mode monétaire, un mode pourcentage, un mode texte, un mode nombre, un mode date courte et un mode date longue. Et nous allons pouvoir discuter des différentes modifications qui ont été impactées. Au niveau du mode monétaire, rien de particulier, si ce n'est qu'on voit apparaître les deux décimales et le symbole monétaire. Attention, au niveau du pourcentage, on voit ce qui s'est passé ici. Nous avions la valeur 50. Une fois que nous sommes passés en mode pourcentage, nous avons la valeur 5000 qui est affectée. Donc deux choses à retenir, si on veut travailler avec des pourcentages, soit il nous faudrait effectivement marquer les valeurs en décimales, c'est-à-dire 0,5, ce qui basculerait sur 50% au moment du changement, ou alors mettre les cellules en pourcentage à l'avance, puisque comme nous pouvons le constater ici, à partir de maintenant, si nous saisissons 50, la valeur sera bien saisie directement. Donc attention en manipulant les pourcentages, soit anticiper avec des décimales, soit éventuellement mettre en mode pourcentage dès le départ. Le mode texte transforme des nombres simplement en tant que caractères, chaînes de caractères qui ne pourront plus être utilisées pour des calculs. Le mode nombre lui rajoute les deux décimales, et ce qui m'importe maintenant, c'est de regarder l'impact sur la date. Le format date courte transforme le nombre 50 en date, qui est le 19 février 1900. Pour Excel, le calendrier du début d'existence commence de manière arbitraire le 1er janvier 1900. À partir de là, chaque date sur Excel est simplement exprimée comme un nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Ici, le 50e jour est donc le 19 février 1900. Cela nous permettra notamment de pouvoir faire sur Excel quelque chose qui est impossible en mathématiques, à savoir la différence entre deux dates. Dans la mesure où les deux dates sont des nombres écoulés depuis le début du calendrier d'Excel, nous pourrons ainsi obtenir assez facilement le nombre de jours écoulés entre deux dates. Au niveau de la date longue, on voit apparaître ici plusieurs dièses dans une cellule, et cela me permet de vous montrer que dans ces cas-là, il s'agit simplement d'une annonce qui vous explique qu'il n'y a pas assez de place dans la cellule. Autre point avant d'aller plus loin, faire toujours attention à ce que l'on voit sur Excel. Ici, nous avons deux nombres, 12,9 et 13, et logiquement, nous aurions envie de dire que le nombre 13 est plus grand. Cependant, lorsque l'on clique sur la case 13 et que l'on regarde dans la barre de calcul ici, nous voyons apparaître la valeur 12,5. Ce qui veut dire qu'en fait, cette cellule vaut effectivement 12,5 d'un point de vue mathématique. Alors pourquoi affiche-t-elle 13 dans la cellule sur le tableau? Tout simplement parce que nous avons utilisé ici les petits boutons qui vont permettre de déterminer le nombre d'emplacements disponibles pour afficher le nombre résultat. Un peu comme sur un tableau d'affichage ou sur un cadran horaire où on détermine le fait que l'on puisse avoir que 2, 3 ou 4 chiffres possibles. Seulement cela ne correspond pas à la valeur de la cellule mathématiquement, mais bien à ce qui va être affiché et visible par l'œil. Donc lorsque l'on manipule ces cellules et qu'il n'y a pas assez de place effectivement pour marquer la valeur, comme c'est le cas ici, Excel procède à un arrondi fictif en apparence dans ce que l'on voit comme résultat dans la cellule, mais par contre la valeur mathématique reste 12,5, ce qui veut dire que si nous faisons un calcul ici en faisant la somme de ces deux cellules, 12,9 plus la cellule qui affiche 13 mais qui vaut 12,5, le résultat ici est lui aussi arrondi, mais si nous regardons le résultat de manière correcte, nous voyons bien apparaître ici 25,5 et non pas 25,9. Donc faites très attention lorsque vous manipulez ces boutons, ils peuvent avoir un impact assez grave dans de la comptabilité par exemple. Je vous conseille surtout de les manipuler le moins possible, de toujours garder à l'idée que la valeur d'une cellule est bien la valeur qui est inscrite ici et non celle qui peut apparaître également ici, et de retenir que pour faire un arrondi sur Excel, le meilleur moyen est d'utiliser une fonction arrondie, une formule arrondi supérieur ou inférieur que nous verrons par la suite. Autre point important sur Excel, l'incrémentation. Alors attention, si vous ne travaillez pas dans les versions françaises comme moi et que vous travaillez en version anglaise ou allemande, il faudra changer le nom des jours et des mois, bien évidemment, pour que ce que je vais vous montrer puisse fonctionner.
Lorsque l'on clique sur une cellule, on voit apparaître un curseur avec une croix blanche. Cela nous permet par exemple de sélectionner plusieurs cellules d'un coup. Par contre, lorsque l'on clique sur une cellule et que l'on attrape le petit carré qui se trouve ici en bas, cela nous permet de faire ce que l'on appelle une incrémentation, qui va nous permettre plusieurs options possibles. Par défaut ici, il va incrémenter les jours de la semaine, de lundi à dimanche, mais nous pourrions très bien, grâce aux options ici, ne copier que les cellules pour ne voir apparaître que des lundis, ou ne recopier que la mise en forme pour ne conserver que le fait que le fond est bleu et la police en blanc, ou éventuellement, plus intéressant, de n'incrémenter que les jours de la semaine, c'est-à-dire les jours ouvrés, en enlevant systématiquement les lundis, les samedis et les dimanches. Cela fonctionne de la même manière avec les mois et avec les dates, écrites sous forme classique, date courte ou date longue. Il est également possible de reproduire les différents termes d'une suite. Alors ici, géométrique ou arithmétique, avec les deux termes, ce serait la même chose. La raison est 2. Je vais cette fois sélectionner les 2 premiers éléments de ma suite et pouvoir étirer jusqu'au bout pour que cela puisse continuer. Cet outil fonctionnera de manière très intéressante pour les calculs de masse, notamment lorsque l'on voudra faire des calculs sur plusieurs lignes de manière identique. Ici, pour une première formule, je commence par un égal, et je lui demande de faire la somme de la cellule à côté, plus la cellule encore plus à côté. A noter, ce qui sera important, lorsque je double-clique sur une cellule, je fais apparaître des couleurs qui vont être très intéressantes pour repérer visuellement les différents éléments qui sont pris en compte. Ici, nous sommes dans ce que nous appelons l'écriture relative. Nous verrons un peu plus tard qu'il y a d'autres écritures sur Excel. L'écriture relative qui consiste à écrire une formule en utilisant les cellules avec leur nom classique, c'est-à-dire la lettre pour la colonne et le chiffre pour la ligne. Lorsque nous utilisons ces cellules, il faut savoir qu'elles vont se déplacer de la même manière que nous lorsque l'on va incrémenter la formule. Lorsque ma formule ici va descendre de quelques cases, les cellules bleues et rouges vont descendre avec le même déplacement du même nombre de cases. Ce qui ici va nous permettre, comme nous allons pouvoir le constater, de reproduire notre calcul jusqu'en bas et de pouvoir calculer ici 9 plus 9, à savoir la case à côté plus la case encore plus à côté. Donc nous sommes bien ici dans une écriture relative qui ne tient pas forcément compte du nom de la cellule, mais bien de sa position, et lorsque l'on déplace la formule, toutes les cellules se déplacent de la même manière que nous. Passons à présent aux différentes notions de copier-coller disponibles sur Excel, qu'il est intéressant d'avoir testé au moins une fois dans sa vie, même si seulement 3, repérées ici en orange, seront intéressantes. J'ai ici une valeur de hors-taxe à 14 € et un calcul de TTC, alors on parlera des dollars un peu plus tard, mais qui calcule bien le TTC à partir du hors-taxe qui se trouve ici et de la TVA qui se trouve en A5. Je vais copier cette formule et la coller de manière particulière dans la première cellule, faire ce qu'on appelle un collage spécial, et je vais reproduire ce collage spécial en récupérant les différentes manières de coller. Chaque manière de coller correspond à une ligne, et donc je vais les reproduire dans l'ordre. Première ligne, je vais mettre en place les différentes manières de copier-coller. Je procède de la même manière pour la deuxième ligne. Alors c'est peut-être un peu laborieux, mais ça vaut le coup de le faire au moins une fois afin de bien comprendre ce qui est mis en œuvre et ce qui se passe ici. Donc ici nous sommes sur la deuxième famille de collages spéciaux et de même avec la troisième famille, collage spécial, le premier, le deuxième qui sera intéressant de retenir, le troisième et le dernier. Maintenant que tous mes collages spéciaux ont été effectués, le meilleur moyen de bien voir ce qui s'est passé, donc je vais faire échappe parce que je suis encore en activité sur ma cellule, et je vais modifier mon hors-taxe pour le passer à une valeur de 20 €. Le TTC de la formule passe automatiquement à 24, et nous avons pu constater que cela va impacter certaines cellules, mais pas toutes. Si nous prenons la première famille de copier-coller, toutes les cellules ont été impactées, et en regardant dans n'importe laquelle de ces cellules, nous allons retrouver systématiquement la même chose, à savoir exactement la même formule que nous avions dans la cellule B2, qui calcule le hors-taxe, le TTC, en fonction du hors-taxe en A2 et de la TVA en A5. Ce qui explique logiquement que à chaque modification du hors-taxe, toutes les cellules sont impactées pour mettre le montant TTC de 24 €.
Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute cette famille de copier-coller, il s'agit d'un copier-coller qui va conserver la formule. La différence entre les différents éléments sont essentiellement des aspects graphiques qui vont conserver plus ou moins deux choses, la mise en forme, le format monétaire, la couleur de fond. Le seul à retenir est celui qui est par défaut, et le tout premier, c'est celui qui correspond au copier-coller classique. Lorsque sur Excel je copie et que je recolle directement sans passer par un collage spécial où je fais CTRL-C, CTRL-V, c'est celui-ci qui est mis en place, c'est-à-dire celui qui va recopier toutes les formules s'il y en a une à l'intérieur. Dans la deuxième ligne, si nous allons regarder ce qui est mis en place ici, l'impact n'a pas été réalisé, et dans chaque cellule, dans la barre de formule, nous retrouvons la valeur 16,8. 16,8 qui est le calcul du TTC au moment où nous avons fait le copier-coller, avant la modification du hors taxe. Et en fait, ce qui a été collé ici, nous nous sommes débarrassés de la formule et nous n'avons collé plus que la valeur du résultat du calcul au moment où nous l'avons copié, comme s'il avait été tapé à la main, la valeur de 16,8. Donc ici, de la même manière, il y a certains éléments de mise en forme qui sont conservés, mais le premier est celui qu'il faudra retenir, le copier-coller en valeur. Et enfin, pour bien comprendre ce qui se passe dans la dernière ligne, je vais modifier cette fois-ci la formule que je vais supprimer et remplacer par la valeur 50. Donc il n'y a plus de formule et mon TTC est passé à 50. La première ligne n'a pas été impactée. Pour quelle raison? Parce que dans cette ligne-là, nous avons la formule qui utilise le hors-taxe et la TVA pour calculer un TTC. Le hors-taxe et la TVA n'ayant pas bougé, cette formule continue de faire son travail. Dans la deuxième ligne, nous avons toujours la valeur 16,8 qui correspond encore une fois au résultat du calcul au moment du copier-coller. Donc nous nous sommes débarrassés de toute formule à ce moment-là pour ne coller que le résultat. Et enfin, dans la dernière, nous voyons une modification qui a eu lieu ici au niveau du collage avec liaison. Et cette cellule, si nous regardons ce qui est exprimé ici, même si les dollars nous en reparlerons un peu plus tard, il s'agit exactement de la cellule B2 qui est ici. Autrement dit, le collage avec liaison fait une copie conforme de la cellule de départ. Lorsque la première cellule est modifiée, la deuxième le sera à l'identique systématiquement, ce qui peut être intéressant notamment en comptabilité pour des reports de valeurs automatiques. Donc lorsque l'on fait des copier-coller, bien retenir qu'il y a trois éléments intéressants à retenir. Le collage spécial classique, le premier qui va conserver la formule, le collage spécial 1, 2, 3 en valeur qui lui ne va conserver que le résultat, et le copier-coller avec liaison, coller le lien, qui lui va faire une cellule miroir de la première à l'identique. Donc dans tous les copier-coller avec liaison, nos spéciaux à retenir, les trois premiers, la formule, les valeurs ou faire une liaison. Passons à l'onglet 4. Avant de découvrir comment nommer des cellules, nous allons faire une première formule pour nous entraîner. Ici, le calcul du TTC qui est égal à, entre parenthèses, 1 plus la TVA qui se trouve ici, que nous allons multiplier par le hors-taxe. Donc cette manière classique de faire un calcul pour trouver le résultat. L'idée serait cette fois-ci non plus d'utiliser la TVA qui se trouve ici, mais peut-être d'avoir besoin d'utiliser la TVA qui se trouve sur l'autre onglet dans la cellule A5. Et je profite de ce moment-là pour vous montrer ce qui se passe dans ces cas-là. Donc je fais mon calcul, 1 plus, et en pleine formule, je décide d'aller sur l'onglet copier-coller pour cliquer sur une cellule ici de TVA. On se rend compte ici dans la barre de calcul qu'il s'est passé quelque chose puisque nous avons écrit 1 plus, alors 3 copier-coller, point d'exclamation, A5. 3 copier-coller, point d'exclamation, étant ici le nom de l'onglet sur lequel nous nous trouvons, le nom de la feuille de calcul. Autrement dit, dès le moment où le logiciel estime que nous allons faire des calculs utilisant plusieurs feuilles de calcul, il va pouvoir distinguer les cellules A5 d'un onglet ou de l'autre onglet, spécifiquement en intégrant devant, avec le point d'exclamation, le nom de la feuille de calcul sur laquelle il se trouve. L'inconvénient de tout cela, c'est que même si nous revenons maintenant ici sur cette feuille de calcul, on voit cette fois-ci qu'il a modifié en mettant nommer les cellules point d'exclamation A5. Si je continuais mon calcul avec d'autres éléments, plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, vous vous rendez compte que très rapidement votre formule va devenir très compliquée.
Autrement dit, sauf cas extrême, il vaut mieux éviter à tout prix, d'une part, d'utiliser des valeurs qui sont sur un autre onglet en pleine formule, et de manière plus générale, la règle à retenir, c'est que même si vous avez besoin d'aller voir quelque chose, ne vous déplacez pas d'un onglet à l'autre, d'une feuille de calcul à l'autre, en pleine formule. Si cela vous arrive, le conseil que je vous donne est de ressortir de la formule avant de la recommencer. Comment faire du coup pour mettre ça en place? Le plus intéressant serait par exemple de venir sur cet onglet copier-coller et de donner un nom définitivement à cette cellule. Cette cellule A5 qui est ici, je vais vouloir l'appeler TVA, ce qui me permettra, un peu comme en mathématiques, de déclarer une variable qui sera du coup utilisable sur l'ensemble du fichier. Première manière pour lui donner un nom, ici dans cette cellule, je vais appeler TVA directement. Je peux m'en rendre compte, lorsque je clique ailleurs et que je reviens, cette cellule s'appelle bien TVA désormais. Pour ceux qui préfèrent la souris, clic droit, définir un nom nous permet également de définir un nom à cette cellule. Il y a une troisième solution que j'insiste pour vous montrer qui vous servira en cas de problème et en cas d'erreur. Elle se trouve dans l'onglet Formule, où nous allons aussi ici retrouver la possibilité de définir un nom. Mais ce qui est relativement intéressant, c'est que ici, nous retrouvons ce qu'on appelle le gestionnaire de noms, sur lequel nous allons retrouver toutes les variables qui ont été déclarées, notamment ici notre TVA à 20%, qui se trouve sur l'onglet copier-coller dans notre classeur. Cela est important parce qu'il peut arriver que vous trompiez, par exemple, au lieu de nommer cette cellule TVA, j'aurais voulu nommer celle-ci. Il me sera impossible de donner le nom TVA à cette cellule puisqu'il est déjà utilisé pour celle-ci. Je peux vous le démontrer. Lorsque je tape TVA ici, je suis renvoyé vers l'autre cellule et celle-ci ne s'appelle toujours pas TVA. Pourquoi? Parce que la TVA est pour l'instant cette variable de cette cellule. Autrement dit, si vous vous trompez dans l'attribution d'une variable, la première chose à faire est de venir dans le gestionnaire de nom, de supprimer la variable qui a été affectée par erreur, afin de pouvoir la réaffecter à quelque chose d'autre. Donc maintenant que notre variable a été déterminée, cette cellule A5 de l'onglet copier-coller s'appelle bien TVA, je vais pouvoir très facilement la réutiliser dans ma formule, 1 plus TVA, en saisissant le début de la variable, elle m'est proposée, et je vais multiplier cela par le hors-taxe. Passons au calcul de référence. Alors ici, une première application de ce que nous avons vu, et puis nous allons rencontrer un problème qui va nous confronter à l'obligation de découvrir d'autres écritures. Première chose ici, pour calculer le total hors taxe, il va nous suffire de multiplier la quantité par le prix. Donc je choisis égal quantité multipliée par le prix. Les deux cellules ici sont écrites de manière relative, uniquement repérées grâce à la colonne et à la ligne. Et donc, lorsque ma formule va se déplacer vers le bas, ces cellules bleues et rouges vont se déplacer de la même manière et donc prendre systématiquement les bonnes valeurs en compte. Donc cette formule ne pose aucun problème et pourra être étirée sans aucun souci. Il va en être différemment pour le total TTC puisque je vous demande pour l'instant d'utiliser cette TVA qui se trouve ici uniquement. Si nous mettons en place le calcul, égale, entre parenthèses, 1 plus la TVA qui se trouve ici, que je vais multiplier par mon hors-taxe. Le calcul est correct, mais lorsque l'on étire la formule vers le bas, nous pouvons constater que pour toutes les autres lignes, la TVA n'est pas prise en compte. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Le meilleur moyen est toujours de cliquer dans une cellule afin de faire afficher les couleurs et de repérer clairement le problème. Les deux cellules de la formule, la cellule hors taxe et de la TVA, sont encore une fois écrites de manière relative et donc se déplacent de la même manière que moi lorsque je déplace ma formule vers le bas. Ce qui est très arrangeant pour la cellule du hors taxe, la cellule rouge qui arrive au bon endroit, mais la cellule de TVA, elle arrive dans une zone où il n'y a rien du tout, le vide. Première solution que nous pourrions mettre en place, qui n'est pas la plus jolie mais qui montrerait qu'on a compris le problème, serait effectivement d'étirer notre TVA jusqu'en bas. Une autre solution serait de modifier notre formule et d'utiliser par exemple ici la fameuse TVA que nous avions sur l'onglet copier-coller, la variable que nous avons créée tout à l'heure. Donc je vais ici pouvoir récupérer cette variable et vous constatez qu'effectivement lorsque l'on utilise une variable déclarée sur le fichier, cela fonctionne de la même manière. La troisième solution qui m'intéresse ici va nous permettre de découvrir une autre écriture. Donc je reviens dans ma formule, et il s'agit pour cela de découvrir l'écriture absolue et les écritures mixtes. Alors, l'écriture absolue consiste à déclarer une cellule
de manière à ce qu'elle ne puisse jamais bouger dans la formule. C'est le cas ici de notre cellule bleue de TVA, G2, que nous souhaiterions bloquer en totalité afin qu'elle ne bouge jamais. Pour cela, je vais mettre mon curseur sur la cellule G2 et appuyer sur la touche F4 qui va plus rapidement faire apparaître un dollar devant le G et un dollar devant le 2. Le dollar bloque ce qui vient juste après lui. Donc ici, le dollar bloque le G, donc la colonne G, et bloque le 2, donc il bloque aussi la ligne 2. Cette cellule G2 avec les 2 dollars ne pourra jamais bouger, quel que soit le déplacement que nous allons faire, ni vers le bas, ni vers le haut, ni à gauche, ni à droite. Je vais pouvoir l'expérimenter ici, et étirer cette cellule, et constater qu'effectivement, à présent, cette cellule G2 est bloquée systématiquement là-haut dans le déplacement. Il existe deux autres types d'écriture qui sont appelées écriture mixte, qui n'utilisent qu'un seul dollar pour bloquer soit la colonne, soit la ligne et laisser l'un ou l'autre mobile. Si nous revenons en arrière ici, notre cellule G2 qui est bloquée avec les 2 dollars, en rappuyant sur F4, nous passons sur une écriture qui ne bloque que le 2, le dollar bloque le 2, ce qui vient après lui, donc le dollar bloque la ligne, et en appuyant encore une fois, on arrive sur une autre écriture mixte qui, elle, ne bloque que le G, donc la colonne. Et en appuyant une quatrième fois, nous revenons au départ à l'écriture relative avec une cellule qui pourrait bouger dans tous les sens. Si nous réfléchissons un petit peu, ici, notre cellule de TVA va être confrontée à un déplacement vers le bas, puisque nous allons étirer notre formule vers le bas, et donc en descendant vers le bas, nous allons changer de ligne. Si nous ne voulons pas que cette cellule se déplace avec nous, vers le bas en changeant de ligne, il nous suffirait, puisqu'il n'y a qu'un seul déplacement vers le bas, de ne bloquer que la ligne, à savoir ici, ne bloquer que le 2. Ici, le dollar bloque le 2, bloque la ligne 2. Cette cellule bleue ne pourra pas changer de ligne en descendant. Par contre, si nous décidions d'étirer notre formule sur le côté, elle aurait le loisir de se déplacer, mais ce ne sera pas le cas ici aujourd'hui. Donc avec ce blocage uniquement en ligne, nous pouvons également continuer notre travail jusqu'en bas. Nous allons pouvoir appliquer ces écritures mixtes dans un travail avec un tableau à double entrée, comme c'est le cas ici. Il s'agit dans cet exercice d'essayer de remplir donc le travail sur les tableaux de Pythagore ici, en utilisant une seule formule dans cette première cellule et de trouver une solution qui va nous permettre d'étirer une seule et unique formule vers le bas puis la droite pour remplir la totalité du tableau. Mettons en place la première formule. Cette cellule est donc égale à la cellule B3, 1 multiplié par 1 en C2. L'objectif de ce travail sera de modifier cette formule avec des blocages en ligne, en colonne ou en totalité, grâce aux différentes écritures vues précédemment, pour pouvoir étirer vers le bas, puis vers la droite, la totalité de la formule. Bien évidemment, nous constatons ici qu'il y a une erreur, et cela va être dû essentiellement à des cellules qui vont se déplacer de la mauvaise manière et qu'il va falloir bloquer. Le meilleur moyen d'arriver à réaliser ce genre d'exercice, c'est de le faire étape par étape, donc je vais me contenter d'un seul déplacement pour l'instant, et essayer d'en regarder qu'est-ce qui ne se passe pas correctement, pardon. Ici, nous devrions calculer 5 multiplié par 1. Nous sommes bien en train de calculer la valeur 5 prise avec la cellule bleue, mais nous ne multiplions pas par 1, mais bien par la cellule rouge qui se trouve sur le 24. Ce qui s'est passé, c'est qu'en étirant ma formule vers le bas, la cellule rouge qui se trouvait ici a fait le même chemin que nous vers le bas, et est donc descendue. Pour pouvoir faire ce déplacement vers le bas, il me faut donc interdire à la cellule rouge de descendre avec moi, et en descendant, cela veut dire lui interdire de changer de ligne, et donc de la bloquer dans la ligne 2. Je ne vais pas faire ma modification ici, puisque je ne suis pas dans la cellule de départ. Je fais échappe pour revenir dans ma cellule de départ, et la cellule rouge, je vais donc la bloquer, pas en totalité, mais uniquement en ligne, pour l'empêcher de descendre. Cette cellule rouge est bloquée dans cette ligne 2. Je vais à présent pouvoir étirer vers le bas sans aucun souci. Lorsque je me déplace sur la droite, je constate le même type d'erreur. Je prends encore une fois une cellule au hasard. Je devrais ici calculer 6 multiplié par 7 et je calcule en réalité 6 multiplié par la case juste à côté. Cette fois-ci, c'est la cellule bleue qui aurait dû rester ici et qui, dans un déplacement sur le côté, latéral, s'est déplacée avec moi en changeant cette fois-ci de colonne. Je voudrais donc que la cellule bleue n'ait pas le droit de changer de colonne. Cela veut dire qu'il faudra la bloquer dans la colonne B, ici directement. Encore une fois, je reviens modifier dans la cellule de départ, et cette fois-ci c'est la cellule B3 qui va se voir bloquée
avec la troisième écriture, le dollar devant le B, la cellule B3 est bloquée dans cette colonne B. Elle pourra voyager uniquement dans la colonne et ne pourra pas changer de colonne. Je peux à présent étirer mon travail vers le bas, puis vers la droite, et remplir d'un seul coup tout le tableau. Ce calcul à force pourra être anticipé, puisque nous réalisons bien que la cellule rouge a le droit de se déplacer comme un curseur dans cette zone, c'est-à-dire dans cette ligne 2, et elle a bien été bloquée en ligne. Et puis cette cellule bleue, elle a le droit de se déplacer comme elle le souhaite dans cette zone-là, à savoir dans la colonne B, et elle a bien été bloquée en colonne B. Nous allons pouvoir appliquer ces différentes notions dans les 5 exercices d'application suivants. Première application, donc je vais agrandir un petit peu l'affichage. Nous avons ici des dépenses et des recettes. Nous souhaitons calculer le résultat. Pour cela, nous voulons donc calculer les recettes moins les dépenses. Nous sommes ici en écriture relative, à savoir que notre formule va descendre de 2 cases. Les recettes et les dépenses vont faire le même chemin, et cela, a priori, nous arrangera bien. Donc pour le coup, ici, il n'y a rien à modifier, puisque le calcul pourra être étendu sans aucun problème, ce que nous pouvons vérifier ici directement. Deuxième application directe de ce travail. Ici, les résultats ont été calculés cette fois-ci dans l'exercice précédent, et nous voulons transformer cette valeur en euros en dollars grâce à la valeur du taux de change qui se trouve ici. Donc, il s'agit ici de calculer le résultat en euros que nous allons multiplier par le taux de change. Lorsque notre formule va descendre, la cellule bleue va également descendre jusqu'ici, ce qui sera intéressant. Par contre, notre taux de change ne doit pas descendre également, et donc ce taux de change ici devra bien être bloqué en totalité afin de ne pas bouger. Il est possible à présent de pouvoir étendre jusqu'en bas et de constater qu'effectivement le taux de change, lui, n'a pas bougé, alors que la cellule bleue a été libre de bouger dans l'écriture relative. Application numéro 3. Alors, ce travail pourrait effectivement être fait en 2 étapes, ce qui ici ne poserait pas trop de problème puisqu'il n'y a que quelques lignes et quelques colonnes, mais il faut toujours envisager un travail de masse qui pourrait être intéressant s'il y avait beaucoup plus que 2 colonnes. L'objectif ici va être donc de travailler sur une formule qui va nous permettre de travailler sur les 2 colonnes d'un coup en une seule fois. Pour calculer les dépenses, je vais en dollars, je vais dire qu'ici qu'il s'agit des recettes en euros, moins les dépenses en euros, et ce montant ici présent va être... Pardon, je dis une bêtise, je suis en train de calculer une différence. Je vais simplement dire que les dépenses sont les dépenses en euros, que je vais multiplier par le taux de change qui se trouve ici. Lorsque on constate comme tout à l'heure que ce taux de change doit être bloqué en totalité, si on ne veut pas qu'il évolue, par contre, que va-t-il se passer avec la cellule bleue? La cellule bleue, si je ne la bloque pas, elle va pouvoir descendre avec moi pour les années 2 et 3, mais lorsque je me déplacerai à droite, elle passera dans la colonne recettes, et cela m'intéressera également pour faire la colonne d'après. Donc a priori, je vais pouvoir ici la laisser libre également en totalité, ce qui me permet de descendre, puis d'aller vers la droite, et de constater qu'effectivement, cette cellule bleue a eu le droit de faire le même déplacement que moi pour se trouver au bon endroit. Application numéro 4. Nous sommes ici sur un principe de tableau à double entrée, comme nous avons pu le voir dans l'exercice des références tout à l'heure. Il s'agit ici de calculer simplement la quantité que nous allons multiplier par le prix. Que va-t-il se passer? Lors des déplacements, ces 2 cellules vont se déplacer de la même manière que nous. Or, nous constatons que la cellule rouge qui est ici aura bien le droit de se déplacer, mais uniquement dans cette zone-là, à savoir dans cette ligne-là, donc dans la ligne 2. Nous allons donc bloquer avec la ligne uniquement cette cellule rouge. De la même manière, la cellule A3, elle, pourra se déplacer comme un curseur uniquement sur cette ligne-là, à savoir sur la colonne A, donc je vais bloquer ici la colonne. Cela me permet, du coup, encore une fois, de pouvoir effectuer mon travail en une seule manipulation. Dernière application ici, l'expression qui est calculée devra calculer B multiplié par C, B multiplié par C, nous allons remettre les parenthèses, et le tout devra être divisé par, entre parenthèses, D moins E.
Ici, que va-t-il se passer? Nous pouvons laisser tout libre, puisque lorsque notre formule va descendre, chacune de ces cases va descendre directement dans les lignes incriminées et pourra donc nous permettre de faire notre calcul d'un seul coup. Nous pouvons le vérifier ici et constater qu'effectivement, les cellules pouvaient être laissées libres indirectement. Découvrons à présent la première notion de fonction. Les fonctions sur Excel sont toutes rangées dans l'onglet Formules, qu'on retrouve ici, et toutes rangées par famille, formules financières, logique, texte, mathématiques, et ainsi de suite. Il vous est possible, lorsque vous trouvez une formule sur Excel que vous ne connaissez pas, de venir la découvrir par ce biais-là, la formule arrondie par exemple, et grâce à cet assistant, de pouvoir comprendre comment elle va fonctionner. Cette formule va vous demander deux éléments importants, indispensables. Le premier étant le nombre à arrondir, et le deuxième étant le nombre de chiffres que l'on souhaite après la virgule. Il serait possible de faire nos formules depuis l'assistant, mais je vous le déconseille parce que cela deviendra relativement pénalisant lorsque l'on aura des formules, des fonctions imbriquées les unes dans les autres. Donc cette notion d'assistant est intéressante surtout pour découvrir comment fonctionne la fonction, d'accéder éventuellement à son aide et de découvrir quels sont les éléments importants et indispensables pour celle-ci. Le meilleur moyen de faire une formule sera de l'utiliser directement, comme nous allons le faire ici, avec le signe égal en tapant son nom. Je double-clique sur la fonction somme et toute l'explication va apparaître ici dans cet encadré. Le premier élément qui apparaît ici en gras correspond à ce qu'Excel attend de vous immédiatement. Il veut le premier nombre, je vais donc mettre la valeur de la cellule A3 ici, et je vois dans l'encadré qu'il y a un point-virgule pour séparer les deux arguments. Attention, lorsque l'on travaille notamment sur la version anglaise, le point-virgule devient une virgule. Une fois que l'on a mis le point-virgule, l'élément qui arrive en gras directement, c'est le nombre 2. Donc globalement, vous allez vous rendre compte que petit à petit, il vous suffit de donner à Excel dans la formule l'élément qui vous est demandé à la suite, en gras, et ainsi de suite, en séparant systématiquement par des points-virgules ou des virgules sur la version anglaise, jusqu'à ce que vous arriviez au bout de votre travail. Autre point important, vous pouvez constater que si nombre 1 est écrit de manière normale, tous les autres arguments de la fonction, nombre 2, 3, 4 et 5, sont eux écrits entre crochets. Les nombres entre crochets, les arguments entre crochets, signifient que ces arguments sont facultatifs. Autrement dit, ils ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de la formule. La fonction somme pourrait très bien fonctionner directement, sans aucune erreur, avec un seul nombre, la somme de 6 égale 6. Globalement, il vous faudra bien distinguer dans chaque fonction, notamment dans les prochaines plus compliquées que nous verrons dans les prochains onglets, dans chaque fonction, de regarder quel est le nombre d'arguments obligatoires. Si ici la somme n'en demande qu'un seul, les autres étant facultatifs, d'autres fonctions en demanderont plusieurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour la fonction arrondie, qui elle en nécessite 2. Donc le meilleur moyen de réussir une fonction est de donner étape par étape l'élément qui est en gras, de le séparer systématiquement par des points-virgules ou des virgules, selon la version que vous utilisez, et puis de vous arrêter, si besoin, au moment où les arguments entre crochets interviennent, ce qui les rend facultatifs, même si certaines options seront utilisées par la suite. Bien évidemment, pour terminer ce calcul de somme, il nous est tout à fait possible, ici, de prendre les 4 valeurs d'un coup, ce qui va relativement plus vite. Il en est de même pour le produit des deux nombres. De la même manière, la médiane de ces 4 nombres, le calcul de la moyenne, la recherche du maximum, la recherche du minimum, et nous allons découvrir cette fois une fonction un petit peu différente des précédentes, puisque celle-ci demandera 2 arguments obligatoires. Il s'agit cette fois de la fonction arrondie, que nous avons découvert tout à l'heure dans l'assistant. L'arrondi, on nous demande déjà un nombre en gras, le nombre c'est celui-ci, et après le point-virgule, on nous demande en gras un autre élément qui n'est pas entre crochets, qui est donc obligatoire. Sans cela, la fonction ne marchera pas, ne sera pas acceptée et validée par Excel. On nous demande un nombre de chiffres, un nombre de décimales à conserver après la virgule, par exemple ici 2 chiffres. Et enfin la fonction NB qui va permettre simplement de compter
même si ici il n'y a pas de vrai intérêt, hein, compter 4 valeurs alors qu'on peut les distinguer, mais dans un tableau beaucoup plus conséquent, déterminer le nombre d'éléments à l'intérieur pourra être intéressant. Donc ici, le nombre d'éléments dans cet ensemble sélectionné est bien 4. Passons à présent à des fonctions relativement simples, mais pour lesquelles nous allons découvrir quelques éléments pour la mise en forme de représentation graphique. Il s'agit ici de calculer la fonction y égale 2x. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc ici, égale à 2 multiplié par la cellule d'à côté, et je vais pouvoir étirer pour avoir les valeurs de y égale 2x pour mes 4 premières valeurs de x. Pour créer un graphique sur Excel, je vais prendre la totalité de mon tableau, les en-têtes de colonne aussi, et aller dans l'onglet Insertion, pour rechercher ici un graphique en courbe avec les points, et je vais prendre la première valeur, les courbes avec marque. Alors attention, la deuxième serait une valeur cumulée empilée qui ne correspond pas à ce que nous voulons. Donc je choisis la première. 9 fois sur 10, en général, Excel vous proposera directement le bon graphique présenté comme vous le souhaitez. Ce n'est pas le cas ici. Si nous regardons en détail par rapport à ce que nous aurions voulu, nous avons deux courbes. Alors ces deux courbes représentent finalement les valeurs de x et de y. Et en abscisse, nous avons ici 1, 2, 3, 4 qui correspondent à la première, deuxième, troisième et quatrième ligne. Et pour chaque ligne, il a fait apparaître la valeur de x et la valeur de y. Dans ces cas-là, il va nous falloir, donc, dans les outils de graphique, aller dans la partie création, nous servir de cette option qui va nous permettre de choisir nous-mêmes les données du graphique. Je vais ici avoir une fenêtre qui va me proposer d'un côté les abscisses, les ordonnées, pardon, et de l'autre côté les abscisses. Au niveau des ordonnées, nous souhaiterions n'avoir que la courbe y égale 2x. Donc cette courbe de x va être supprimée et nous allons nous approcher un peu plus déjà du résultat souhaité. Au niveau des abscisses, nous allons modifier les valeurs pour les sélectionner nous-mêmes à la main en prenant les 4 valeurs qui se trouvent ici. Nous avons à présent la courbe souhaitée, les valeurs de x en abscisse, les valeurs en ordonnée ici avec notre courbe qui est placée. Pour le reste, il s'agit de quelques petits détails. Il nous est possible ici, grâce au petit plus, de pouvoir déterminer, de faire apparaître les titres des axes, de mettre par exemple la légende sur le côté à droite. Il nous est possible à présent de modifier directement le titre de l'axe, de modifier également les couleurs directement dans l'onglet Accueil pour modifier effectivement la couleur de la courbe ou la couleur des points. Application directe de ce que nous venons de voir. Nous souhaitons ici faire de la même manière pour y égale x au carré. Nous allons prendre des valeurs de x par exemple 1, 3, 5, 7, 9 et mettre ici la formule y égale la valeur de x. Pour mettre au carré, l'exposant, c'est l'axe en circonflexe. Ces valeurs vont pouvoir être étirées directement et nous allons procéder de la même manière pour créer insertion d'une courbe avec marqueur. Là encore une fois, il nous faut sélectionner les données. Nous ne voulons pas la courbe des x, que nous supprimons des ordonnées. Et nous modifions les abscisses pour faire apparaître uniquement les valeurs de x choisies au départ. Les autres détails, encore une fois, sont modifiables directement, notamment les titres de l'axe et la position de la légende. Nous allons pouvoir à présent découvrir un premier exercice qui a pour vocation essentiellement de vous apprendre à travailler sur la création de formules mathématiques avec la gestion des parenthèses et des différentes priorités qui sont mises en place. Première étape, ici nous voulons calculer le taux mensuel grâce à cette formule. Et puis nous calculerons directement à côté la valeur de i qui sera calculée avec le taux mensuel divisé par 100. La plus grosse complexité ici va être de ne pas se tromper, donc je vais essayer moi aussi de ne pas le faire dans l'écriture de la formule. Donc ici, nous allons commencer par la valeur égale. Nous voulons calculer 1 plus taux annuel sur 100, 1 plus taux annuel qui est de 8 sur 100, qui lui-même
en totalité, donc entre parenthèses, va se voir affecter un exposant, entre parenthèses, 1/12e. Toute cette formule-là va se voir affecter 1 moins 1. Et le tout va être divisé par 100, multiplié par 100, pardon. Donc je vous remets la formule rapidement. Pour ceux qui voudraient la revoir, il est plus facile de la lire ici directement. Je vais calculer à présent la valeur de I, qui est égale à la valeur du taux mensuel, divisé par 100 tout simplement. Nous souhaiterions ici maintenant faire avancer les colonnes en rajoutant 6 mois à chaque fois et les lignes en rajoutant 2500 € à chaque fois. Donc ici, égal à la cellule d'à côté plus 6, ce que je vais pouvoir étirer automatiquement et incrémenter de 6 à chaque fois. Et de la même manière, cette cellule sera égale à la précédente plus 2500. Là aussi, je vais pouvoir l'étirer automatiquement jusqu'en bas. Il nous reste deux choses à faire. Trouver cette première formule du calcul de la mensualité grâce à la formule qui se trouve ici, puis trouver une manière de bloquer certains éléments pour pouvoir les tirer sur toutes les colonnes. Donc nous allons commencer par la formule égale à I, c'est-à-dire cette valeur-là, qui va être divisée par, entre parenthèses, 1 moins 1 plus I qu'on met à l'exposant, entre parenthèses, moins le nombre de mois qui se trouve ici. Donc il faut faire attention à ne pas oublier de parenthèses. Il devrait y en avoir encore une ici et une là, normalement. Bien évidemment, il y a une erreur. Et nous arrivons à un résultat. Alors, un résultat qui est faux, mais parce que j'ai oublié le montant emprunté dans ma formule. Donc il me reste ici à rajouter bien évidemment A6 multiplié par le tout. Donc j'arrive à cette fois-ci au bon résultat. Pour pouvoir étirer cette formule vers le bas et la droite, il va nous falloir bloquer certains éléments qu'on va essayer d'anticiper ici directement. La valeur de I sera toujours prise au même endroit, donc elle sera bloquée, elle en totalité, les $2 avec F4. La cellule A6 aura le droit de se déplacer uniquement dans cette colonne, dans la colonne A. Donc on va la bloquer uniquement en colonne de cette manière-là. La cellule B5, elle aura le droit de se déplacer en ligne, et donc nous bloquons cette fois uniquement la ligne 5. Nous allons pouvoir vérifier, et je vous remettrai la formule définitive à la fin. Donc nous avons ici les résultats corrects jusqu'au bout. Et je vous remontre donc cette formule, qu'il est plus facile de lire ici. La cellule A6 bloquée en colonne, la cellule B5 bloquée en ligne, et la cellule C3 contenant la valeur de I qui elle est bloquée en totalité. Cet exercice que l'on retrouve sur le support PDF à la page 13, un peu similaire, peut-être plus simple que le précédent. Nous allons déjà calculer le premier qui est le placement en début de période, en fin de période, pardon, et puis nous retrouverons celui en début de période en constatant uniquement qu'il y a une petite différence dans la formule ici. Alors la valeur définitive d'une suite d'annuités de début de période est calculée par la formule suivante. Nous avons le début de période ici et donc la fin de période qui se trouve ici. Pour la fin de période, il s'agit de 1 multiplié par, donc le montant de l'annuité est choisi à 1 ici, multiplié par, donc je vais continuer, 1 plus le taux qui est ici, que nous allons diviser par 100, donc 1 plus taux sur 100 qui va être exposant nombre d'annuités qui se trouve ici. Pardon, petite erreur, exposant nombre d'annuités, donc 1 plus taux sur 100 exposant nombre d'annuités, le tout qui va se faire affecter la valeur moins 1,
et encore le tout qui va être divisé par le taux 4 sur 100. Donc nous avons le placement en début. Alors bien évidemment, avec une erreur de calcul encore de ma part ici. Alors il y a des parenthèses en trop. C2 sur 100 que nous allons mettre ici entre parenthèses. Un facteur de 1 plus C2 sur 100 moins 1. Alors, encore un souci de parenthèse qui se trouve ici. Il y a une parenthèse de trop. Cette fois c'est bon. 1 plus C2 sur 100 exposant moins 1. Donc, voici pour cette première formule. Il y a encore une erreur. Je suis désolé. L'inconvénient de le faire en live. Ici il ne s'agit pas de C2 mais bien de D2 puisque c'est le nombre d'annuités. Et donc nous trouverons bien 1 pour cette première valeur que nous allons pouvoir étirer vers le bas. Ici, toutes les cellules vont pouvoir nous suivre directement, donc il n'y a rien à bloquer et je vais pouvoir étirer mon calcul jusqu'en bas. Le calcul suivant se calculera en fonction de la valeur précédente que nous multiplierons uniquement par la différence entre les deux formules, à savoir 1 plus taux sur 100. Donc ici, égale la cellule d'avant multipliée par, entre parenthèses, 1 plus le taux sur 100 et notre travail est donc terminé. Comme vous avez pu le constater, pour moi c'est le même problème, il faut être très rigoureux, faire très attention dans l'écriture des parenthèses afin d'arriver au bon résultat ici directement. Dernière fonction à découvrir pour aujourd'hui, mais fonction parmi les plus importantes, il s'agit de découvrir les fonctions si et ou, ainsi que la fonction si de manière imbriquée. Commençons par les fonctions et ou, à savoir ces deux fonctions sont des fonctions booléennes, à savoir qu'elles ne peuvent répondre que vrai ou faux uniquement. La fonction et va tester plusieurs éléments, plusieurs tests, qui pourront être chacun vrai ou faux. Vérifier avec un et si x est plus grand que 2, si y est plus grand que 3, et ainsi de suite. Et la fonction et va imposer que tous les tests soient vrais pour répondre vrai. Autrement dit, avec un et, il faut que chaque test à l'intérieur soit vrai pour obtenir un vrai. A l'inverse, avec un ou, il suffit qu'un seul soit vrai pour avoir un vrai. Si nous les mettons en place ici, égale et, nous allons tester avec le et une première chose qui serait fausse, une deuxième qui serait vraie, et le résultat de ce travail, cette recherche, serait donc faux. Si les deux éléments étaient vrais, et seulement dans ces cas-là, ils pourraient nous répondre vrai. De la même manière avec le ou un premier test qui serait lui vrai ici, ou alors un deuxième qui serait également vrai. Dans ce cas-là, la réponse du ou serait vraie. Si l'un des deux venait à être faux, la réponse resterait vraie. Et pour avoir un faux, il faudrait que les deux soient faux absolument. Passons à la fonction si. La fonction si va effectuer un test qui va être ici de savoir si une valeur est positive ou négative et qui en fonction de ce test va, si elle est vraie, écrire quelque chose, sinon écrire autre chose. Donc ici, nous mettons en place la fonction si. Si la valeur qui se trouve ici est supérieure ou égale à 0, ça c'est mon test. Ce test va être vrai ou faux. Le premier point virgule ou la première virgule pour les versions anglaises signifie alors. Donc si A4 est supérieur ou égal à 0, alors entre guillemets nous écrirons le texte positif. Le deuxième point virgule veut dire sinon, dans ce cas-là nous écrirons le texte négatif. Ici nous avons donc la valeur positive, si nous mettons 0, ça reste positif, et avec moins 2, ça deviendra négatif. Donc si A4 supérieur ou égal à 0, alors nous écrirons positif, sinon nous écrirons négatif. Enfin ici, il va s'agir d'utiliser la fonction si de manière récursive, à savoir les si les uns dans les autres, pour faire plusieurs tests. Nous voulons, en fonction de l'âge, marquer différents tarifs. Alors je vais modifier ici TE comme tarif enfant, TAD comme tarif T ado, et puis
A comme tarif adulte. Donc, nous allons commencer un premier test. Si l'âge de la personne est plus petit que 12, alors, dans ce cas-là, le tarif qui sera appliqué sera naturellement le tarif enfant. Le problème est qu'au moment du sinon, le deuxième point virgule, j'ai encore deux solutions. Je ne peux donc pas décider s'il s'agira d'un tarif ado ou d'un tarif adulte. Il va donc me falloir recommencer ainsi sans fermer le premier. À l'intérieur, j'ai un deuxième choix qui se pose à moi. Si, cette fois, l'âge de la personne est plus petit que 18, dans ces cas-là, nous serons confrontés à un tarif ado. Sinon, et là il n'y a plus de choix du coup, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est-à-dire le tarif adulte. Nous avons fini notre formule, deux si ont été ouverts et il nous faut donc fermer les deux si d'un seul coup à la fin. Si l'âge est plus petit que 12, alors ce sera le tarif enfant. Sinon, si l'âge est plus petit que 18, alors ce sera le tarif ado. Sinon, ce sera le tarif adulte. Et je vais pouvoir étirer cette formule jusqu'en bas directement. Voilà pour cette première partie. Nous nous retrouverons dans un autre tutoriel pour les prochains éléments à découvrir. Au revoir.